Je m'appelle Alain Ranc, je suis architecte urbaniste. J'ai fait aussi une formation à la programmation urbaine et architecturale, avec entre autres Zodel Gitaoui qui est là. Depuis une petite dizaine d'années, je travaille sur des outils d'intelligence collective pour faciliter l'implication de la société civile dans toutes ses dimensions, toutes les générations, tous les niveaux de formation dans l'établissement des projets urbains. Ça m'a amené à me poser des questions sur finalement les types de représentation, et en particulier l'image. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce type de représentation? Parce qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où on veut toucher le maximum de personnes, passer par l'intermédiaire de l'image, c'est extrêmement intéressant, surtout quand on fait des variations en très très grand nombre d'un état existant par rapport à son potentiel futur. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand ce sont des variations hyper réalistes, on a le moyen de raconter énormément de choses dans des images. Si je prends l'exemple de la végétation, on peut faire varier la couche végétale, si je puis dire, d'un quartier en y associant des spécialistes de la biodiversité qui vont vous dire bon, cette nature, par exemple, cette variation, il y a peut-être beaucoup de vert, mais finalement, pour la biodiversité, ça ne servira à rien. Alors que si vous rajoutiez telle et telle espèce, telle et telle surface, et que tout ça s'était lié à un plan à plus grande échelle, ça permettrait finalement de montrer aux gens ce que c'est que faire exister un couloir de biodiversité, par exemple, dans leur quartier. Ça peut être aussi, je reste toujours sur la nature parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais ça peut être une nature donc décorative, une nature liée à des éléments fonctionnels de biodiversité. Ça peut être aussi une nature productrice de légumes, hein, comme le font les incroyables comestibles avec des citoyens qui peuvent cueillir les choses. Ça peut être aussi une nature qui a une vocation pédagogique, apprendre aux enfants et pas qu'à eux, le rapport que l'être humain peut avoir avec la nature. Là, on peut parler du rapport presque philosophique à la nature, comment on habite un territoire. Donc tout ça, c'est simplement en manipulant évidemment des représentations et des images, on va pouvoir faire voyager les personnes qui vont être mises en contact avec ces images interactives. Et alors si je rajoute, là je vous ai pris un des éléments, mais si on rajoute la densité, si on rajoute les types de transport, si on rajoute la créativité, si on rajoute le lien au numérique, on se retrouve avec une capacité d'aider les gens à se projeter dans des futurs possibles extrêmement intéressante. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que cet outil n'a aucun intérêt s'il n'est pas placé dans une démarche longue et s'il n'est pas pensé non pas comme un gadget. Alors très franchement, on peut être appelé par un certain nombre de villes qui voient un gadget, un moyen d'intéresser les gens, et là où ils n'ont pas tort. Parce que le côté ludique de l'image animée, le côté un peu jeu vidéo, effectivement, attire des gens qui habituellement ne seraient pas intéressés. Mais ça serait très très réducteur de voir les choses comme ça, et ce qui est bien, c'est que quand vous mettez ça dans la ville, dans l'espace public, porté par des médiateurs qui peuvent être des gens des quartiers, et justement ces gens qu'on n'arrive jamais à toucher, quand vous lâchez ça dans la ville, en fait, les gens ne sont absolument pas prisonniers de l'outil que vous leur mettez en main. Ils vont, si vous avez fait un point de vue qui correspond à la rue dans laquelle vous les interrogez, ils vont très très facilement dire oui, voilà, c'est sympa, mais enfin, c'est pas. Moi, ce que je voudrais dire, c'est sur la rue d'à côté. Et quand le médiateur est formé en disant bah, ça n'a aucun problème, la personne est là pour s'exprimer, l'outil n'est que un objet qui lui permet justement de discuter et qui permet un point de dialogue. Il peut parler de cette ville ou même d'une autre ville, pourquoi pas, dans laquelle il était pendant son enfance. C'est pas le sujet. Du moment qu'il raccroche ça à une transformation urbaine et qu'il donne des arguments sur pourquoi telle et telle solution serait bonne ou serait mauvaise, et que le médiateur ensuite l'aide à exprimer le type de variation qui lui correspond le plus, et où le médiateur, quand il a fini, quand il a fait ça, l'aide
à exprimer les arguments et les pourquoi de sa décision, et surtout lui montre, parce que l'outil permet ça aussi, ce qu'ont fait les autres personnes, les autres habitants, qui ont été finalement à sa place quelques heures ou quelques jours avant, et tout d'un coup lui permettre de lui faire prendre conscience que les endroits où il se sent peut-être très différent des autres, peut-être qu'il n'est pas si différent des autres, et puis les endroits où il pense que, alors vraiment, que tout le monde a envie de garder des places de voiture pour se garer proche de sa maison parce que vraiment il n'y en a pas assez, etc. Donc les gens, des fois, sont très affirmatifs sur ce que pensent les voisins. Tout d'un coup, de s'apercevoir que 300 personnes sur 320 sont plutôt pour enlever les voitures et faire des trottoirs. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte, entre cet individuel et ce collectif projeté, qu'il y a des différences, et donc ça enclenche des discussions. Du coup, cette façon de réfléchir, tout en leur donnant bien le cadre dans lequel on les interroge. Ce cadre qui est de dire, vous n'êtes pas là pour décider, d'ailleurs vous voyez bien, il y a 15 000 variations combinatoires. Donc, alors ça, quand je parle de ça c'est une peur des élus ou des gens avec qui on travaille qui disent « mais les gens vont être déçus parce qu'il n'y aura pas leur image ». Dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les gens disent plutôt « je ne sais pas trop quoi faire, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas sûr de moi, moi j'ai fait ça, mais etc. » Et on leur dit « mais c'est pas grave parce que justement, les professionnels vont travailler derrière, les élus vont trancher. Par contre, vous avez ouvert des pistes sur lesquelles les architectes vont rebondir, exactement comme la personne qui expliquait le CLT, qui expliquait que les enquêtes faites avant que l'architecte soit là, avec des habitants, sur leur désir d'habiter de telle et telle façon, sur leur désir de partager tel degré de service, c'est extrêmement intéressant pour un architecte, parce que sinon il est désarmé, il se dit allez, je vais partager les salles de... Enfin, pas la salle de bain, je vais partager la laverie, mais peut-être que les gens n'auront pas envie. Alors, c'est très très compliqué. Quand vous avez des vraies personnes, vous pouvez carrément aller plus loin, leur dire et si ça devenait par moment aussi la salle de jeu pour les enfants, pourquoi pas? Parce que vous êtes créatif, vous êtes architecte, vous pouvez combiner la programmation d'une façon que des gens peut-être moins professionnels n'oseraient pas faire. Mais comme là, vous avez les gens en face, la fois d'après, vous pouvez leur dire « j'ai une super idée, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et je pense qu'en tant qu'architecte, c'est extrêmement intéressant de pousser les limites, mais avec des vraies personnes, et pas de pousser les limites d'un tableau Excel où vous avez le responsable du concours qui vous dit « ah non, adéquation programme-projet, on n'a pas le droit, c'est pas bon ». C'est quand même beaucoup plus sympathique de travailler pour des êtres humains que des cadres formels, quoi. Donc voilà, je m'arrête là, j'étais un petit peu long peut-être, mais... Parfait, un grand merci. Voilà. Merci.